Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode qui s'annonce une nouvelle fois riche et passionnant. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui était de nouveau sur le terrain ce week-end pour subvenir aux besoins d'assistance de ses athlètes. Nicolas Martin, comment ça va ? Ça va, je me remets de ma nuit blanche en tant qu'assistant sur le Grand Raid du Ventoux sur le 125 km où je faisais l'assistance de Seb Poésie et puis de Mathieu Chéri, Jennifer Lemoine quand je pouvais. Double podium du coup en tant qu'assistant sur la même course, c'est l'avantage de faire l'assistance dans un beau moment, même si en fin de journée c'est toujours un peu dur quand on a passé la nuit blanche, mais c'est des chouettes moments de partage avec notamment les autres personnes qui font l'assistance, parce que sur ces courses d'ultra et notamment là au Ventoux il n'y a pas trop de déplacements, on a pas mal de temps pour attendre et papoter, puis ça permet de voir un peu tous les coureurs passer, donc c'est vachement sympa. Tu seras accompagné par celle qui croule sous les projets photos et vidéos de grande qualité et qui a donc plein de belles choses à nous raconter. Margot Lemap, comment ça va ? Salut l'équipe, purée, ça va super bien. J'ai l'impression que ça fait vraiment des mois que on n'était pas tous ensemble là, sur ce podcast. Tout roule, c'est la fin d'un gros bloc de travail là pour moi. Le début d'année, j'ai bien enchaîné niveau taf, mais que des beaux projets, donc trop contente. Actuellement dans le Vaucluse là, un peu en vacances, profiter des sentiers par ici avant de m'envoler sur la Transvulcania et après on repartira sur un autre bloc de travail, mais voilà, je m'offre 3 semaines de pur kiff un peu plus loin de l'appareil photo et de l'ordi. Transvulcania où tu auras un dossard d'ailleurs sur le format 70 km. Oui, voilà, ouais. Celui qui n'aura finalement pas pu prendre sa revanche sur les pentes du Ventoux après une course en demi-teinte réalisée ce week-end sur le Grand Raid du Ventoux by UTMB, Mathieu Delpech. Comment ça va en ce lundi matin ? Et on est là, retour au boulot en lendemain de course, ouais. Toujours pas réussi à aligner toutes les étoiles pour sortir une perf sur ce début d'année 2026. Cette fois, pas de problème de parcours pour ma part, des cannes plutôt résistantes, mais un gros manque d'énergie. Simplement, dès le début de la course, j'avais pas de jus. Je pense pas avoir fait une grosse erreur de pacing ou de nutrition, mais juste la sensation d'être un peu vidé, des jambes lourdes. Donc, je suis quand même allé au bout pour respecter le dossard, respecter la course. Mais là, on va faire une petite pause, prendre un petit peu de repos, analyser peut-être un petit peu plus en détail dans les prochaines semaines avant de remettre en route progressivement. Et en tout cas, je retiens quand même les bons moments de partage du week-end avec les copains, c'était vraiment sympa. Puis aussi la chance de pas être blessé, de pouvoir courir, donc on va pas se plaindre non plus. Enfin, celui qui nous revient tout juste de quelques jours de vacances bien mérités, et oui, même le meilleur kiné de France se repose parfois. Théo Robin, comment ça va ? Ah, les semaines passent, mais ce titre fallacieux est toujours là, ça va tranquille. Je reviens de vacances, à Cassis dans les Calanques, c'était vraiment trop cool. J'ai découvert la région, c'était absolument magnifique. Et ouais, faut bien se remettre au boulot. Je délaisse ma passion pour les sudoku de la semaine. Et puis retour au taf, mais je vais pas me plaindre parce que j'aime ce que je fais. Et puis surtout, ça permet de reprendre les entraînements avec du dénivelé parce que le marathon est enfin derrière moi. Donc je suis très content. Place au Bambay en montagne avec les potes. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui a enfin dévoilé son gros projet de l'année qui prend forme depuis même plusieurs saisons. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Et parle-nous un petit peu de ce projet. Tout va très bien. Juste avant de parler effectivement du projet que j'ai dévoilé sur mes réseaux, de retour d'un beau petit week-end une nouvelle fois sur les pentes du Ventoux pour passer quelques jours au soleil et au chaud, et puis bien sûr pour suivre deux colibris qui étaient sur la même course que toi, Mathieu, Thomas Butez et Léo Tuaz. Sur le format 50K, une belle journée de sport dont on vous parlera un peu plus en détail dans la suite de l'épisode. Et puis effectivement la grosse actu perso, ça y est, j'ai enfin annoncé sur mes réseaux l'arrivée d'un gros projet qui me tient très à cœur, un projet de film autour du trail et du Cantal, et je mûris ce projet depuis quelques années maintenant, et tout s'est aligné cette année en 2026 pour que je me lance. C'est désormais chose faite. D'ailleurs, sans trop rentrer dans les détails, pour celles et ceux que ça intéresse, la petite vidéo explicative du projet est sur ma page Instagram, et dans ma bio, vous trouverez un petit lien qui vous emmène tout droit vers la cagnotte en ligne que j'ai lancée pour financer une partie de ce projet, avec quelques belles contreparties avec mes partenaires qui seront liés à ce projet-là pour vous régaler. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me faire un petit DM, j'y répondrai avec plaisir. Avant de te laisser nous donner le programme, Alex, on rappelle une fois de plus que vous pouvez nous suivre sur Instagram pour ne rien rater des extraits du podcast et venir échanger avec nous. Et je rappelle la présence des timecodes en description si une partie du podcast vous intéresse plus qu'une autre. Évidemment, on ne pourrait pas faire tout ça sans nos partenaires annuels. Merci donc à Brooks, la marque d'équipement de sport, et aussi à UpTrack, la plateforme de streaming sport et aventure. Le code, c'est LTQA pour UpTrack. Il est là dans la description avec toutes les infos pour bénéficier de 3 mois offerts sur l'abonnement annuel. Et puis enfin, la façon la plus simple de nous soutenir, c'est de partager ce podcast autour de vous,
vidéo ou même de nous noter sur vos plateformes d'écoute. Merci d'avance. Sans plus attendre, Alex, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les traditionnelles actus du LTQA avec notamment le débrief en avant-première de la course de Mathieu au Grand Raid du Ventoux by UTMB. Dans la foulée, la Bretagne sera mise à l'honneur puisque nous aurons la chance de recevoir 3 invités de marque pour venir nous parler de cette terre de trail. Bernard Gauthier, organisateur du trail de Guerre-les-Dents, un événement emblématique de la région qui accueillera les championnats de France de trail en 2027. Jonathan Parizet, coureur breton de bon niveau qui connaît parfaitement l'événement après y avoir terminé 2e, 3e, 4e et 5e sur la course phare. Il nous parlera des spécificités du parcours et du profil à avoir pour y performer. Et enfin, Yves Eloury, trailer au parcours atypique, qui a décidé après un bref passage dans les Alpes de se réinstaller sur ses terres natales pour y poursuivre sa carrière de haut niveau. On poursuivra avec le retour de la rubrique conseil de nos experts Théo et Nico qui vous parleront de comment bien gérer la transition hiver-été d'un point de vue entraînement avec les grosses erreurs à éviter. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine by UpTrack. Un programme bien dense fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime épisode 42, c'est parti. Jingle. Bravo à toi. Le trail qu'on aime, épisode 42. Parfait. Allez, juste avant de passer aux actions, on profite de la présence et du retour de Margot après de nombreuses semaines d'absence pour qu'elle nous raconte un petit peu ses dernières missions, ses actus et puis notamment l'une des dernières prestations qu'elle a réalisées il y a peu sur le stage du team international de Salomon aux Canaries avec quelques-uns des meilleurs athlètes du monde. Margot, on a très envie que tu nous racontes déjà, toi, quelles étaient tes missions spécifiques sur ce stage-là et puis on a envie d'avoir un peu d'insight sur comment ça se passe au sein d'un gros team international quand ils organisent un stage de cette ampleur. Ouais, ce début d'année, ça a été assez dense dès janvier niveau boulot et ça a commencé avec le stage hiver de Salomon qu'ils avaient fait là à Cordon. Donc ça, c'était en janvier. C'est à ce moment-là qu'ils ont déjà fait tous les tests physiologiques et tout. Ils sont passés à l'hôpital de la Tour à Genève pour faire une multitude de tests physiologiques, biomécaniques et tout. Donc ça a un peu commencé là et après, j'ai eu plein de projets à droite à gauche et oui, il y a eu cette semaine aux Canaries pour le stage Salomon sur l'île de Grande Canaria. Moi j'étais là-bas 5 ou 6 jours sur place. Eux et elles étaient sur place pendant quasiment 10 jours. Cette année, ils ont décidé de splitter en fait le groupe short, court distance et longue distance pour parce que d'avoir tout le monde ensemble, ça faisait quand même des très gros groupes, des galères de logistique un peu, j'avais cru comprendre. En tout cas, ça avait l'air d'être plus facile comme ça et du coup, tout le monde pouvait plus ou moins s'entraîner ensemble. Ils avaient des sorties, des séances qui étaient communes avec plein de manières de couper, de rallonger en fonction des spécificités de chacun et de chacune. Et voilà, moi j'étais du coup là-bas avec Julien Raison et Maxime Audouard. Ils étaient tous les deux en vidéo, moi j'étais en photo. Et donc voilà, c'était un peu nous trois l'équipe contenu. On a fait tout ce qu'on pouvait pour les suivre sur leur sorties. C'était quasiment que des sorties longues. Ils avaient des petites intensités par-ci par-là, mais il n'y avait pas de séance sur la piste ou quoi que ce soit. Donc voilà un peu comment ça s'est déroulé pour nous. C'était sorti le matin, l'après-midi on était plutôt chill, on avait juste à éditer tout le contenu pour que les athlètes aient tout ça au plus vite. Et puis voilà, c'était vraiment vraiment cool et c'était chouette de voir tout ce que Salomon met en place là pour les athlètes. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Moi j'avais jamais fait de stage avec eux, donc j'ai pas de quoi comparer. Mais j'avais vraiment l'impression de voir une équipe de vélo sur Netflix, sur la série du Tour, quoi. Tout était optimisé. Ils avaient les gars de la perf qui étaient là pour cadrer tous les entraînements, prendre le lactate. Ils allaient se balader genre en montagne et tout pour les retrouver sur le parcours et checker si tout allait bien. Sur toutes les sorties longues, il y avait des ravitaux pour que il et elle n'aient pas à tout trimballer. Tout était tracé à l'avance. Et puis, il y avait la nutritionniste, les chefs. Ils ont tous pu avoir des rendez-vous avec tous les pôles de la performance, quoi. Et ouais, non, c'était impressionnant. Je sais pas comment ça se passe dans les autres équipes et en général, mais là, c'était impressionnant. C'est un peu le mot que j'ai. Ouais, toi, Nico, à titre
de comparaison, même si t'étais, on sait que Brooks c'est une équipe qui a beaucoup de moyens, qui met beaucoup de choses à disposition. On a entendu aussi en début de saison que Salomon commençait à mettre énormément de moyens. Ça se confirme aussi avec ce que vient de nous dire Margot. C'est bien, ça va dans le bon sens et les athlètes sont de mieux en mieux accompagnés au fil des années. Donc c'est toujours intéressant de le souligner et d'en parler. Ouais, bah, je pense que les moyens de Salomon et les moyens de Brooks sont pas grand-chose à voir parce que là, de ce que décrit Margot, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le staff pour mettre en place tout ce qu'elle a décrit. Nous, aujourd'hui, le staff chez Brooks, il est quand même pas très développé. Alors, le stage qu'on fait de lancement de saison, on fait les tests physio, donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'ils font à l'hôpital de la Tour, en sachant que nous, nos kinés qui font ça viennent sur le stage. Mais après, sur le terrain, moi, je pense que c'est pas autant structuré. C'est des personnes qui ont d'autres rôles chez Brooks, par exemple, qui vont venir donner un coup de main. Mais de manière générale, je pense que les moyens ont rien à voir. Et aujourd'hui, le modèle de Salomon est un modèle dupliqué, on va dire, du vélo. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de l'organisation. Et avec des vrais staffs, avec des spécialistes dans chaque domaine qui sont dédiés. Alors, je sais pas si c'est à temps plein, mais en tout cas, qui sont présents. C'est pas, pour le moment, c'est pas ce qu'on arrive à faire chez Brooks. Après, j'aimerais bien connaître le budget aujourd'hui alloué au team Salomon entre les contrats des athlètes et tout le suivi qui est à côté. Je pense que c'est plusieurs millions d'euros. Et ça me surprendrait pas que ça frôle la dizaine de millions d'euros aujourd'hui, l'investissement global qu'il puisse y avoir tout autour des athlètes, quoi. Non, mais c'est vraiment le truc que je me demandais pendant la semaine, mais combien est-ce que tout ça, ça a coûté, quoi? Parce que, enfin, même il y avait un guide qui était là pour encadrer et tout, et même juridiquement, je crois que, enfin, faut qu'il y ait toujours une personne responsable, quoi, sur les groupes. Il était venu au mois de février ou de mars pour aller repérer tous les parcours, pour être sûr que toutes les traces étaient bonnes. Enfin, je sais plus qui était allé vérifier si l'hôtel était vraiment bien. Enfin, tout était calculé, millimétré. Et puis en me mettant, à la place des athlètes, je me disais mais là vraiment ils ont tout ce qu'il faut pour performer, quoi. Il y a vraiment juste à même. Nous, on avait des meetings tous les soirs, juste avant le meeting avec les athlètes. Et tout était toujours pour les athlètes, jamais trop leur en demander. Si on pouvait pas changer un horaire ou quoi, fallait qu'à 7h ils mangent, qu'à 9h ils puissent être au lit. Après, il et elle faisaient ce qu'ils voulaient, hein. Il y en avait qui allaient boire des bières ou jouer à des jeux de société et tout. Mais en tout cas, s'ils avaient envie de tout cadrer, millimétrer et tout, c'était possible de le faire comme ça. Et puis, méga bonne ambiance. C'était la manière dont j'en parle, j'ai pas envie que ça donne l'image d'un truc hyper chirurgical et tout. C'est juste qu'il y a un cadre qui a été posé qui permettait, j'avais l'impression, à tout le monde d'avoir l'esprit ultra libre. Et le staff, tout le monde, chacun savait ce qu'il ou elle avait à faire. Et ça a tout déroulé, quoi. Même nous, dans notre taf, tout déroulé. On avait des meetings avec le guide. C'est avec lui qu'on gérait un peu les spots sur lesquels on allait aller et tout. Et en fait, tout le monde se faisait confiance. Personne venait nous demander si c'était bon pour nous, si vérifier qu'on allait vraiment être à tous les spots ou je sais pas quoi. J'avais vraiment cette impression de, ouais, je suis avec. J'ai l'impression de faire partie des meilleurs avec le meilleur staff, les meilleurs athlètes, même mes collègues Maxime et Julien, c'est des bêtes d'artistes et ouais, j'avais vraiment cette impression, on est tous là pour une raison et ça donne vraiment envie de donner le meilleur de soi, quoi. Intéressant. C'est sûr qu'en tout cas, au vu de ce qui est mis en place, il y a peu de chances qu'un autre team, en tout cas, mette autant de moyens. Donc, Salomon le fait. On verra si ça embraye le pas, en tout cas, chez les autres grosses marques et mastodontes du milieu. On reste rapidement chez Salomon avec quelques actus pêle-mêle, puisqu'on a bien sûr vu le départ de Mathieu Blanchard chez Kiprun après 9 années chez Salomon. On avait plus ou moins entendu des bruits de couloir depuis quelques mois. On se disait que s'il n'avait pas annoncé son départ en début d'année, c'était qu'il allait rester chez Salomon. Il était même au stage d'ailleurs présent avec vous, Margot. Et finalement, peut-être quelques jours après la fin du stage, il a annoncé donc sur ses réseaux qu'il partait
chez Kiprun. Une décision qui était quand même plutôt bien accueillie, j'ai l'impression, par le grand public. Les gars, une petite réaction par rapport à ça. Un choix, en tout cas, moi, je trouve pas plutôt intéressant. On a entendu dire que il aurait potentiellement aimé rester chez Salomon, mais que l'offre de Kiprun était presque trop, enfin, était sûrement trop intéressante pour la refuser. Et tout ça mixé avec ces projets annexes autour de la performance, avec un peu plus de projets aventure et de développement de produits, c'est un choix qui semble assez cohérent quand même. Ouais, bah comme je pense la plupart des changements de team, c'est très souvent des raisons contractuelles. Ça, c'est du sport, ça dure pas toute la vie, donc faut aussi savoir saisir les opportunités. Et puis je pense que quand même, il n'y a pas grand risque aujourd'hui à aller chez Kiprun avec les moyens qu'ils mettent en place. Je pense que Mathieu trouvera les mêmes moyens pour performer chez Kiprun qu'il a chez Salomon, avec peut-être une structure pas aussi développée à l'ensemble du team, mais je pense qu'aujourd'hui, on commence à connaître un petit peu, alors sans connaître les chiffres exacts, mais les montants des contrats des athlètes. Et aujourd'hui, les meilleurs athlètes dans le trail, ils ont les moyens de construire leur staff s'ils veulent aller chercher de la haute performance, parce qu'ils ont quand même des contrats qui sont très intéressants. Et voilà, alors après, chacun a ses limites, parce que moi j'ai entendu dans le vélo des gens qui avaient des 200, 250 000 de contrats et qui refusaient de payer une bio sanguine qui coûtait 80 balles si c'était pas pris en charge par l'équipe, quoi. Donc après chacun sa mentalité, mais en tout cas les athlètes aujourd'hui de haut niveau dans le trail ont les moyens, au-delà de ce que fournit leur équipementier, de se faire accompagner s'ils le souhaitent. Deux news qui ont été annoncées par la Fédération française d'athlétisme, c'est les France de trail et les France de montagne. On connaît désormais officiellement les événements qui accueilleront ces championnats l'année prochaine. Du côté des France de course en montagne, ce sera du côté d'Arins-Marsous qui accueille les France pour la 3e fois après 2018 et 2022. On sera de nouveau du côté des Pyrénées et d'Arins-Marsous, d'où provient le mythique club des Esclopes d'Azun, club des Hautes-Pyrénées. Très cool de revenir dans les Pyrénées, mais ça révèle aussi qu'il y a sûrement pas énormément de demandes pour accueillir les championnats de France de course en montagne, quand on voit aussi que cette année ce sera de nouveau dans les Hautes-Alpes. Alors j'ai plus en tête exactement le nombre d'éditions qu'ont organisé les Hautes-Alpes pour le coup depuis quelques années, mais en à peine 10 ans, on y allait 4 ou 5 fois, je crois. Cette année, ce sera du côté de Gap. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est cool de voir que une date a été trouvée et officialisée avec un an d'avance. Donc, ça permet à toutes et tous de s'organiser correctement. Et puis, je l'ai dit dans le sommaire, les France de Trail 2027 qui auront lieu pour la première fois de l'histoire en Bretagne sur le trail de Gare-les-Dents. Là aussi, très bonne nouvelle, un peu de diversité dans les choix d'organisation et d'accueil de ces championnats de France. Donc là-dessus, ça va être chouette d'aller découvrir ce très bel événement dont on vous parlera juste après avec l'organisateur. Et puis une autre petite news que j'ai notée, le 2h13 de Benjamin Paulin sur le marathon d'Annecy. C'était intéressant, je trouve, de le souligner. C'est Benjamin qu'on avait reçu en fin d'année dernière, juste avant la Saint-Élion, qui remporte ce marathon en battant son record, en courant la quasi-totalité du parcours tout seul. Donc c'est assez impressionnant, bravo à lui. Et aussi, quelque chose à noter, c'est que sur cet événement au global, qui réunissait un 10 km, un semi et un marathon, on avait quasiment la parité. Un 5 km aussi. Et un 5 km, pardon. Et on avait quasiment la parité avec 47% de femmes inscrites. Donc voilà, toujours intéressant de voir qu'en tout cas la parité notamment sur les courses sur route est de plus en plus présente. Pour continuer sur les actus et terminer avec cela, on a retenu quelques perfs du week-end et chaque membre de l'équipe va nous donner la perf qu'il a retenue sur ce week-end, et on commence tout de suite avec la perf de Théo. Ouais, bah, moi de mon côté, ce qui m'a marqué, c'était le résultat du 56 km du Mute avec la victoire d'Antoine Charvolin. Du coup, c'était 56 km, 3000 de dénivelé et c'est bouclé en 5h01. Je trouve que les stats, elles sont absolument affolantes. Et du coup, bah, ce qui m'a aussi marqué, c'est la régularité sur les dernières courses d'Antoine Charvolin quand même, parce que, bon, mis à part les France, à chaque fois qu'il prend un dossard, généralement ça fait mouche, et du coup, très hâte de voir la forme qu'il aura aux Europes, et puis surtout à l'UTMB fin août. Mathieu, ta perf du week-end?
Moi, je voulais souligner la balade de santé de Tove Alexanderson sur le 50 km au Ventoux. On en rigolait avant le départ en se disant avec les copains qu'il fallait pas trop non plus avoir un jour sans trop prononcer parce que le risque de se faire rattraper était bien là et j'ai même vu par-dessus mon épaule sur la fin du parcours. Donc, la championne du monde clairement au-dessus de toute concurrence sur ces formats et c'est sûr que ça rigole pas et on n'a pas le droit de se louper pour pas qu'elle nous double. Et donc, là, ça a été le petit boost de motivation sur la fin qui m'a permis de refaire les 2 derniers kilomètres à bloc. Mais ouais, en tout cas, toujours aussi impressionnant de Tove. Nico, ta perf du week-end? Ouais, moi, c'est sur la même course que Matt, puisque j'ai eu la chance d'être à l'arrivée de Nation Kiplimo sur ce 50 km et on avait l'impression qu'il venait de courir un 10 km. Je sais pas s'il avait été inspiré par la perf de son compatriote kényan à Londres qui venait de battre le record du monde du marathon, qu'il allait le battre, mais la différence avec Simon Pacard et Clément Lalba qui le suivent sur le podium était vraiment énorme. Petit chiffre, il reprend 7 minutes en 15 km à Simon et 10 minutes à Clément, qui l'a accompagné encore à ce moment-là. Donc vraiment très très impressionnant. Ouais, je me suis fait la réflexion de me dire, est-ce qu'un Européen peut lutter avec les Kenyans quand il court à ce niveau-là? On n'a pas eu la réponse parce que Rémi Bonnet a chuté et puis on avait aussi les consignes de pas trop appuyer dans la montée où il aurait peut-être pu faire des différences. Mais voilà, en tout cas, on souhaite bon rétablissement à Rémi qui a fait une bonne chute. Ouais, assez impressionnant le Kenyan pour avoir suivi la course. Il a très très bien géré sa course. Il s'est jamais détaché du groupe. Il était même un peu derrière les gros favoris au début de la montée. Et finalement, il a fait la différence sur la fin. Et comme tu l'as dit, là où là on peut souligner une très bonne gestion, c'est que à la grosse différence des autres qui ont un petit peu ralenti, lui il a fait que continuer à accélérer. Et l'écart à l'arrivée est assez impressionnant. Margot, toi, ta perf du week-end? Ouais, moi, ma perf du week-end, c'est plutôt ma course du week-end. Difficile de. Enfin, la perf, ce serait du coup Adam Peterman qui gagne Canyons. Mais en fait, ce que je trouve beau là, c'est surtout le podium. Adam Peterman, Zach Miller et Eden Hawks sur Canyons. Du coup, c'est les 3 golden tickets pour la Western. Je viens encore parler de cette course, mais je trouve que c'est 3 grands noms du trail américain qui s'engagent à revenir cette année sur cette course mythique. Donc, bah ouais, moi je trouve ça cool et ça donne encore plus hâte. Ouais, très cool de revoir du coup Adam Peterman après quelques années compliquées au plus haut Ouais. niveau et Zach Miller surtout qu'au finalement on n'attendait plus. Moi j'avoue que quand j'ai vu le résultat j'étais assez surpris et surtout finir devant Hayden Ouais. sur une course comme ça autour de 8 heures d'effort, j'étais assez impressionné. Ouais. C'est clair. Et puis moi ma perf du week-end je retourne au mute puisque c'est le français Vincent Esmiol, le vainqueur du format 100 km qui m'a vraiment impressionné, le nouveau membre du team Keep Run qui avait annoncé quelques jours plus tôt que ce n'était pas du tout prévu au programme et qu'il n'était pas sûr d'être prêt et d'avoir la distance dans les jambes. Si on s'arrête avec ces infos-là, on se dit que c'est quand même très ambitieux de prendre le départ d'une course comme ça, surtout sans bâton et en ayant comme objectif de saison la diagonale en fin de saison. Et ben, il a fait mentir tout le monde et moi le premier en remportant la course sous les 13 heures avec un très beau chrono de 12h49, 8 minutes devant un très bon Gauthier et Tyler Green en 13h03. Donc bravo à lui et il avait montré de très belles choses l'an dernier, notamment avec le record sur le 140 km de l'échappée belle et sa 6e place à la Diag. Je sais plus si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, mais en tout cas bravo à lui. On va suivre sa saison avec grande attention et notamment la Diag en fin de saison. On est passé pas loin du triplé français puisqu'Aurélien Dunant a terminé 4e. Tout à fait. Allez, puis une petite actu que je pense vous n'avez pas loupé, c'est le record du monde du marathon et surtout du sub 2 heures qui a enfin été franchi, non pas par un, mais 2 athlètes. Une news assez exceptionnelle qu'on a vu passer. C'est Sébastien Savoie, le Kenyan, qui l'a emporté au marathon de Londres j'ai plus le chrono exact, mais 1h59 30, il me semble, et un Éthiopien de son nom de famille, Kejelcha, un athlète bien connu des pistes, et notamment qui avait fini vice-champion du monde derrière Jimmy Gressier du 10 000 mètres l'an dernier, qui lui aussi passe sous les 2 heures pour son premier marathon, si je dis pas de bêtises, donc quelque chose d'assez fou. On savait que le moins de 2 heures était possible. En tout cas que les athlètes n'en étaient plus très loin, mais de là à ce que ça se fasse, il y avait un petit monde quand même. Nico, la réaction, toi, un athlète d'expérience qui connaît la physiologie
des athlètes de haut niveau parfaitement. Est-ce que tu as été surpris et bluffé par cette performance? Et pour ceux qui suivent la trend du moment, je pense qu'ils sont physiologiquement en footing à 3,20 pour ces coureurs. Non, plus sérieusement, juste avant de continuer, il y a eu aussi Jacob Kiplimo qui a terminé 3e et qui était lui aussi sous l'ancien record du monde. Donc une course complètement folle, avec notamment un deuxième semi en 59 minutes pour Sébastien Saoué. Pour donner un ordre d'idée, c'est en dessous du record de France du semi-marathon. Donc visiblement, aucun Français n'aurait tenu en partant seulement au semi-marathon. Non, une perf hallucinante. Alors, on va dire qu'on s'attendait quand même à ce passage sous les 2 heures. Après les performances de l'ancien recordman du monde qui est malheureusement décédé trop tôt, mais c'est vrai que là ça arrive 3 coureurs qui font des chronos exceptionnels en dessous de l'ancien record du monde sur la même course, et c'est complètement fou. Voilà, la question que je me pose, c'est quel est l'impact des nouvelles chaussures, puisque visiblement je m'intéresse pas énormément, mais j'ai cru comprendre que la paire du vainqueur faisait à peu près 100 grammes par chaussure. Donc est-ce que c'est cet élément-là associé aussi à ce qu'on a parlé, la nutrition tout à l'heure? Et puis juste un dernier petit point sur le fait que le recordman du monde est hyper engagé dans la lutte contre le dopage, puisqu'il a insisté pour que l'AIU vienne le suivre, contrôle son groupe d'entraînement. Donc on a souvent tendance à mettre en discussion ces records qui paraissent complètement fous, parce qu'on rappelle, hein, c'est 21 km/h, donc on a beau courir, on n'arrive pas tous forcément à faire 1 kilomètre à cette allure-là, donc c'est quand même complètement lunaire comme performance. Et en tout cas, il semble qu'il y ait des bonnes chances que ce soit une performance qui soit propre. On espère, en tout cas. Allez, rapidement, on va se faire, comme je l'ai annoncé, un petit récap et un débrief de l'événement du week-end. Je pense que ça va être notre nouveau rendez-vous après les perfs du week-end de chaque membre de l'équipe. On va retenir sur chacun de nos épisodes l'événement du week-end, et comment ne pas parler bien sûr du Grand Raid du Ventoux UTMB, où aussi bien Nico, Mathieu et moi étions présents. On va commencer par toi, Mathieu. Forcément, un peu de déception, on imagine, après cette performance en demi-teinte. Raconte-nous, toi, rapidement, comment t'as vécu ça, et puis là, avec le recul du lendemain, comment tu relativises cette course? Ben ouais, forcément, il y a un peu de frustration de ne pas avoir eu les mêmes jambes qu'au championnat de France 4 semaines avant pour exprimer le niveau que je pensais avoir en ce début de saison. Et en fait, dès le départ de la course, dès les premiers kilomètres, j'ai senti que c'était hyper poussif au niveau des sensations. J'avais l'impression d'avoir les jambes lourdes et de vraiment pas être dans un bon jour. Et ça, en fait, dès le début de la course, au début, j'étais à l'arrière du groupe et j'essayais quand même de maintenir un petit peu ma place, mais j'ai vu directement que ça servait à rien de s'entêter à partir avec le groupe de tête. Au début, j'essayais de rester positif. Enfin, parce qu'en termes de cardio et de puissance, j'étais dans des zones assez normalement, enfin, des bonnes zones classiques, sans excès et tout. Mais c'est vraiment au niveau il y avait pas d'énergie qui venait, quoi. Donc, au bout de 45 minutes, 1 heure, j'ai dû laisser petit à petit partir. Et puis après, je pense pas avoir fait une grosse erreur en termes de nutrition ou de pacing, mais comme je disais, c'est vraiment pas d'énergie. Donc il y avait sûrement une fatigue latente, peut-être laisser un petit peu plus d'énergie que ce que je pensais dans les péripéties des championnats de France. Et après, on a calé quand même encore pas mal de séances un peu physio avec Nico. C'était la période où on voulait développer ça sur ce début de saison, et on a voulu continuer de maintenir entre les 2 courses. Et ce que je me dis, c'est peut-être que les périodes un petit peu trop longues de prépa où je continue de faire du physio, etc. Au final, je pense que faut accepter on peut pas être sur un plateau de forme qui soit trop long. Je pense qu'il faut accepter de les entraîner un peu, de couper un petit peu pour pouvoir remonter. Et moi, j'ai essayé de maintenir là sur les 4 semaines et ça m'a pas trop réussi. Il y en a qui ont très bien réussi, à l'image de Clément Lalba, à enchaîner les 2 courses, ou même Xavier Bartoli, Augustin, qui étaient en forme sur les 2 événements. 4 semaines d'écart, c'est assez peu pour être en forme sur 2 courses. Donc voilà, il y avait un peu de frustration de pas avoir réussi une course sur cette première partie de saison, mais bon, il y a aussi quand même du positif, la forme que j'avais aux France. Il y a aussi d'autres choses qui sont à retenir, comme le bon week-end qu'on a passé. Et puis en plus de ça, quand je vois des athlètes comme Sylvain Cachard là, qui galère depuis la sortie de l'hiver à recourir, qui a des douleurs et tout, je me dis, après les saisons que j'ai eues, je suis quand même aussi conscient que c'est une chance de pas être blessé, de pouvoir courir comme je veux. Donc c'est un peu de fatigue, et je pense que c'est rien de dramatique. Donc on coupe un peu, puis on se remet dedans, et je pense que il y a encore des bonnes choses à faire, surtout que ce début de saison, c'était des courses de travail, des courses où je voulais aller à la confrontation, mais pas forcément des gros objectifs en soi dans ma structuration de la saison. Donc c'est vraiment pas dramatique, et je reste bien motivé. Une course, en tout cas, que tu nous raconteras
très bientôt sur un peu plus en détail sur ta chaîne YouTube. Nico, on va en parler rapidement. L'événement quand même qui, pour le coup, ne cesse de grandir et de faire venir de gros noms. L'an dernier, c'était la première fois qu'ils étaient Bahutembe. J'étais présent sur place. On avait tous été assez unanimes sur la qualité de l'organisation. Cette année, il y a eu 1000, si j'ai eu la bonne info, 1000 personnes, en tout cas 1000 coureurs de plus que l'an dernier sur l'événement. Et ça s'est vraiment pas ressenti sur la qualité de l'organisation, sur la logistique, au niveau des parkings, au niveau de la fluidité sur le salon, etc. Donc moi, je tenais vraiment à souligner cette chose-là. On a vraiment l'impression que c'est une orga très très carrée et très bien organisée au niveau professionnel. Donc là-dessus, je pense que tu as un petit peu le même ressenti. Et puis, c'était quand même super chouette, là, pour le premier événement Bahutembe en France de cette année, d'avoir de telles densités sur... alors, pas sur tous les formats, bien sûr, mais d'avoir quand même de beaux noms et de gros noms sur quelques-uns des formats, notamment sur le 80, où tu as aussi retenu la très belle perte de Baptiste Chassani. Ouais, tout à fait. Très belle organisation. J'avais été un peu déçu moi des parcours l'année dernière pour connaître un peu le massif, mais là ils ont bien rectifié avec notamment le passage au sommet des trois formats principaux. Il y a que le 20K qui va pas au sommet, mais c'est parce que c'est juste pas possible pour cette distance-là. Mais sinon, même le format qu'a fait Mathieu passer au sommet du Ventoux cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc vraiment très beau là-dessus. C'est vraiment un chouette coin, quoi. Le Mont Serein notamment, moi j'adore. C'est vraiment cette ambiance montagne dans ce massif du Ventoux. Petit point là-dessus, je fais partie de ces gens-là. J'aimerais être contraint de devoir prendre des navettes pour aller là-haut. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de voitures, notamment hier, et ça serait le vrai de plus, hein. Ils avaient mis les navettes en place, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore ce réflexe. Sinon, je te rejoins. Un petit salon vraiment bien organisé. Les parkings sont juste de l'autre côté de la route avec des grands champs. Et cette année, c'était l'an dernier, je trouvais que ça avait pas été super bien géré. Là, ils avaient mis du monde pour faire bien garer les gens. C'était vraiment top. Et puis sur le plan sportif, moi j'ai retenu, on n'en a pas forcément parlé tout à l'heure, mais la belle victoire d'Andy Simon sur le long, qui a 45 ans est inoxydable, hein, avec un très gros début de saison, puisqu'il avait couru au Trail de la Sainte-Baume au championnat de France, et là il a vraiment dominé de la tête et des épaules, notamment dans les parties techniques, ses adversaires sur ce trail long, et que visiblement une belle cotation, puisque je crois qu'il a eu 890 d'index UTMB, ce qui doit être de loin sa meilleure cotation depuis quelques années pour Andy. Et puis voilà, tu as parlé de la victoire de Baptiste Chassagne en taille patron, avec pas vraiment d'adversaire à sa mesure après l'abandon de son coach Simon Gosselin. Et puis chose qui n'arrive pas si souvent, un doublé allemand sur cette même épreuve avec Ida Sophie Eggman qui avait gagné le 100 miles de cette même course l'année dernière, et puis Julia Langeder. Et voilà, et puis dernière petite chose, la belle perf de Candice Fertin qui a qui a gagné la course des autres, on va dire, en prenant la deuxième place derrière Tove Alexanderson, après un très bel hiver sur les skis où elle avait fait des énormes perfs en vertical notamment. Terminé avec les actions, on va pouvoir passer à notre sujet consacré à la Bretagne, et on va pouvoir accueillir nos invités avec, dans un premier temps, Yves Eloury et Jonathan Parizet, deux athlètes reconnus et connus en Bretagne, qui nous font le plaisir d'être là, qui en plus se sont rejoints chez Yves, donc pour partager ce podcast avec nous. Yves, rapidement, on s'est vu, alors on s'est pas vu directement, mais moi je t'ai aperçu ce week-end. Tu étais sur le Grand Raid du Ventoux aussi. Tu as délaissé tes terres natales pour le week-end. Comment ça va? Est-ce que tu as bien récupéré? Est-ce que tu as fait bonne route? Ouais, nickel, rentré hier depuis la maison. Déjà bonjour à tous, et merci de nous accueillir. Et ouais, bien content de la course. C'était un chouette événement. J'étais jamais allé sur cet événement, et hyper bien organisé, hyper sympa. En plus, la météo était de la partie. Enfin, c'était vraiment super pour courir. Donc, un beau week-end de sport. Toi, Jonathan, je l'ai dit, tu es un coureur breton qui aime courir en Bretagne, qui a remporté de nombreuses belles classiques, comme notamment le Trail de la Côte d'Emeraude, le Trail du Bout du Monde, le Trail du Glazik, et j'en passe. T'as par contre jamais remporté le Trail de Gardédan. On va faire un petit focus sur cette course-là, en recevant aussi Bernard Gauthier, l'organisateur.
Pour rentrer dans le vif du sujet, raconte-nous un peu, et Yves, tu pourras compléter, quelle valeur elle a dans le cœur des Bretons, cette course, et est-ce que c'est pour toi un objectif de carrière de la remporter un jour? Carrière, ça va être un peu compliqué maintenant. Moi, je suis de la génération Anico, donc plus de 40 ans, c'est compliqué de gagner ces courses. C'est le championnat du monde de Bretagne quand même, Guerre-les-Dents, hein. C'est la plus belle à gagner en Bretagne. Ceux qui sont allés au cross à Carhaix ont vu l'ambiance qu'il y avait au cross. C'est la même chose, Guerre-les-Dents sur trail. Donc vraiment, il y a du public, il y a du monde, et puis tout le monde, tout Breton veut la gagner. D'ailleurs, t'as pas perdu ton passeport breton en n'étant pas présent au championnat de France à Carhaix? J'étais présent, mais j'ai pas pu finir. On était sur la ligne de départ. C'est la boucherie, les France. Ouais, donc vous avez dû être très content, j'imagine, suite à l'annonce des championnats de France à Guerre-les-Dents. On avait entendu des bruits de couloir que ça devait être en Bretagne. On avait entendu un peu la Côte d'Emeraude aussi qui était un petit peu en fight avec Guerre-les-Dents, mais finalement, ça a été annoncé il y a quelques semaines officiellement. Donc Guerre-les-Dents, championnat de France. J'imagine que c'est une fierté pour vous et que vous avez hâte de faire découvrir votre coin à une grande partie de la France. Ouais, ce sera le premier championnat de France hors montagne. Donc déjà, voilà, et ça va être une course différente des autres courses. On avait noté un peu les qualités qu'il faut pour remporter Guerre-les-Dents, et c'est pas forcément les mêmes qualités que les courses en montagne. Toi, Yves, Guerre-les-Dents, tu vas y participer cette année. Si je dis pas de bêtises, pour la première fois. Ouais, je confirme sur le 70. En fait, ils testent du coup le parcours du France dès cette année. Donc ça va être le même parcours, ils le rallongent un peu, ils le rendent un tout petit peu plus dur. Mais oui, je vais y participer cette année. Et, c'est hors montagne, mais ça reste un parcours qui est vraiment dur, hein. C'est un ratio qui est équivalent à ce qui se fait au Templier. Ça va être du 70-3000. Donc si on prend le ratio, c'est la même chose. C'est plus technique que ce qu'on croit. C'est même très technique par portion. Il n'y a jamais d'endroit où on peut vraiment courir. Je pense que les gens vont se régaler et qu'ils vont découvrir une facette des terrains qu'il n'y a pas en montagne qui va les surprendre, et ils vont se dire en fait c'est plus chantier que ce qu'on croit. Et du coup, c'est une succession de petites bosses, quoi. Voilà, ouais. En fait, déjà pour le gagner, c'est à peu près 11-12 km/h. Sur les autres épreuves en Bretagne, quand on gagne une autre épreuve comme le bout du monde, on est plutôt à 14,5, au Glacis, c'est déjà 14,5, 15. Donc déjà, la moyenne, elle est beaucoup plus faible. Et après, ouais, le profil, moi, si je dois faire une comparaison avec le vélo, on va dire l'Amstel Gold Race. Avec les 30 bosses finales, voilà, faut savoir monter pendant 3, 4, 5 minutes fort et savoir redescendre très très fort derrière, parce que tu n'as pas le temps de gérer en descente, tu es obligé d'être agressif. Tu as un petit moment de plat où il faut recourir vite et ça remonte et ça n'arrête pas comme ça. C'est des bosses maximum de 120 mètres en gros de dénivelé. Mais par contre, tu vois, contrairement à l'Amstel, c'est des pentes raides. Il y a beaucoup de pentes raides. C'est rarement roulant. Beaucoup de pentes à 10, 15, 20%, même un peu plus sur certaines grosses bosses. Si là, comme ça, du coup, on peut parler un peu plus du profil d'athlètes qui pourraient performer. Vous nous avez parlé de Templier où on a l'habitude de voir des athlètes qui sont complets et qui courent quand même assez vite sur le plat. Vous, si vous deviez définir un peu le profil type du coureur ou de la coureuse qui pourrait être très performant sur cette course-là, ce serait qui? Ouais, le profil idéal, je l'avais fait. Il faut savoir courir vite. Clairement, pour gagner, faut être à moins de 2h20 sur marathon, je pense. Faut avoir une grosse VMA ascensionnelle, parce qu'il faut les enchaîner, monter à plus de 1800 heures, 2000 heures, et savoir redescendre tout de suite très vite. Et il faut être plutôt agile. Profil type, c'est les mêmes qui gagnent, hein. Pour moi, Thomas Cardin, Sylvain Cachard, même Benjamin Roubiol, c'est des profils comme ça, hein. Ouais, moi je pense que les meilleurs français restent les meilleurs souvent, quels que soient les profils, parce qu'ils ont un petit gap physique sur les autres. Après, si Yves passe un petit cap encore et chez lui, pourquoi pas une surprise un peu bretonne, parce que ça reste une course, je pense, où j'ai eu fait ça moi au début de ma carrière, des courses, je pense que c'est encore plus dur, mais ce qu'on peut avoir aux gendarmes et voleurs, c'est courses assez roulantes et où les erreurs de pace et tout au début peuvent se payer cher. Après, je pense que ça va dépendre de qui sera présent, mais c'est sûr que si un top français est là, il a sûrement une petite marge, mais je pense qu'on pourra avoir des surprises, notamment dans le top 10, quoi. Ouais, et même je rajouterais des clients comme Benjamin Paulin, Sébastien Speller, des mecs qui sont capables de courir très très fort, qui sont habitués à ces terrains, parce que chez eux, ils ont des bosses un peu comme ça, de 100, 200, 300 de dénivelé, qui savent monter très fort et redescendre très vite. Est-ce que l'année prochaine, on verra tous les meilleurs coureurs bretons venir s'affronter sur Guerre-les-Dents? Est-ce que vous pensez que ce sera vraiment l'événement à ne pas manquer en Bretagne? Il faut déjà qui se qualifie. Il faut voir qui c'est qui va réussir à se
Ça va être le souci là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut le faire. Après, il va falloir réussir à se qualifier. Et c'est pas une chose si simple. On se rend compte maintenant. Ouais, quand on est en Bretagne. Et après, oui, enfin, là, nous, on voit depuis quelques semaines, il y a plein de monde qui nous pose des questions. Comment je me qualifie, où je me qualifie, comment ça fonctionne. Donc ouais, il va y avoir du monde. On va pouvoir parler un peu plus de comment la course aussi a obtenu le championnat de France en recevant l'organisateur Bernard Gauthier, pardon, qui nous fait le plaisir d'être là. Bernard, merci beaucoup. Très heureux et très content de vous recevoir et de parler de la Bretagne, même si on a déjà parlé un petit peu dans le podcast. C'est très chouette de pouvoir accueillir des gens du cru. Pourquoi Gare-les-Dents a décidé d'accueillir les championnats de France de trail en 2027? Disons que c'est un cheminement qui remonte, je pense, dans les années 2010. Pour, le challenge interceltique, on n'invite pas individuellement les coureurs, mais on invite des fédérations à venir participer au trail de Gare-les-Dents sur le 26 km. Donc il y avait des bons coureurs gallois, bretons, Galice, Portugal, Cornouailles, l'Écosse. Donc en fait, c'est quelque chose qui a bien pris. Enfin, voilà, les années sont passées, puis on a fait processus de labellisation. C'est une évaluation avec des juges aussi régions, voire nationaux, de la qualité du balisage, de la réception des participants. On a eu pendant 4, 5, 6 ans un label régional, et après on s'est dit pourquoi pas national. Et c'est vrai que là, depuis 5, 6 ans, ben voilà, c'était aussi l'aboutissement. Il y a Jean-Claude Nivet, notre speaker, qui était lui très, très partie prenante dans le challenge interceltique et dans la démarche notamment essayer d'organiser un championnat de France. Et c'est vrai que bon, depuis 4-5 ans, à la sortie du Covid, on a travaillé un peu dans ce sens-là. Non sans difficulté, parce que ils ont eu un peu de mal à prendre la décision. Pas spécialement parce qu'il y avait beaucoup de courses à vouloir le faire, mais c'est vrai que du coup, ça a entraîné un retard dans la décision. On s'attendait éventuellement à avoir une décision au mois de novembre, et on l'a eu aujourd'hui. Ça gêne les coureurs, en l'occurrence, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment de chercher la qualification, c'est doublement plus compliqué. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que ça impose d'être championnat de France? Vous l'avez dit, avec le label national, déjà, ça a permis enfin, en tout cas, ça vous a contraint ou obligé à modifier quelque chose dans l'organisation. Concrètement, qu'est-ce qui change et quelles contraintes ça interviennent quand on veut être championnat de France, et est-ce que c'est facilement, entre guillemets, supportable pour une organisation, même une grosse organisation comme la vôtre? En fin de compte, une organisation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit organisée avec des délégations, une association, une organisation avec des délégations, ce qui est le cas chez nous déjà depuis une dizaine d'années. On a une quinzaine de membres. Il y a les organismes, il y a ceux qui ouvrent la course, ils savent ce qu'ils ont à faire, ceux qui ferment, ceux qui filment. Il y a Jean-Claude qui est speaker. Je pense qu'une organisation, elle doit être aussi un petit peu comme une entreprise, c'est-à-dire que peut avoir une personne qui coordonne, mais il faut surtout des compétences qui sont en dessous. Et aujourd'hui, pour le championnat de France, je suis pas du tout inquiet. Il y a 2-3 points particuliers, notamment contre l'antidopage, qui est une lourdeur, voilà, mais c'est une contrainte qu'on nous impose, ce qui est probablement normal. C'est peut-être le point qui nous reste à travailler pour l'année prochaine, mais nous, on est aussi accompagnés pour ça. On a aussi une belle entreprise chronométrage avec qui on travaille depuis 10 ans, qui nous rassure aussi un bon chronométrage et pas de souci de classement. Je pense qu'on a une des seules courses où on va baliser une semaine avant, et on rebalise juste entre un quart d'heure, une demi-heure devant le premier. On n'est pas spécialement inquiet. Pour nous, voilà, c'est un marqueur, c'est une fête. Ça doit rester une fête et pas se prendre pour ce plus important qu'on est. On a envie d'organiser une belle course, une belle manifestation, et aussi qu'elle reste familiale. Ça a toujours été aussi notre ADN. Aujourd'hui, dans un monde de course très mercantile, on va dire, où le business prend largement le dessus, je pense qu'aujourd'hui, on est la seule course où l'accent est mis davantage sur la famille, autant sur la famille que sur le coureur lui-même. Donc la coureur se déplace surtout en famille pour que les enfants puissent s'amuser, puis le coureur puisse pratiquer aussi sa passion. Je rappelle juste, sur les prix, j'ai regardé, vous êtes à 44-45 euros pour le dossard sur le 70 km, quoi. C'est les gens qui ont l'habitude de s'inscrire se rendront compte qu'on est sur des tarifs qu'on voit sur quasiment plus aucune course aujourd'hui, quoi. Et rapidement, pour résumer un petit peu, si vous deviez présenter à nous, bien sûr, et puis à nos auditeurs et nos auditrices,
Qu'est-ce qui fait la grande force de ce trail de Guerlédan? Vous l'avez dit, le côté familial, le côté festif, le côté parcours aussi assez atypique. Comment vous résumeriez un petit peu ce que représente en tout cas aussi Guerlédan, et puis qu'est-ce qui en fait sa force? La trace, déjà, c'est une belle trace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dire aussi que c'est une trace qui a été travaillée pendant 20-25 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les 2-3 dernières années, c'était la trace la plus aboutie que l'on ait jamais proposée au coureur. Pour la partie vraiment, parce que c'est quand même la technicité du parcours, je pense aujourd'hui, il n'y a plus de temps mort. C'est aussi, je pense, côté un peu central de Bretagne. On a aussi de la chance. Hein. Les parcours, on n'a pas non plus tout ouvert. Il y a beaucoup de parcours qui existent parce que ils ont été créés par des randonneurs, par des pêcheurs, autour du lac de Guerlédan. On a aussi une superbe forêt. Donc c'est un mix de tout ça où on a eu un peu de chance, c'est-à-dire qu'on a bénéficié aussi de la ressource de parcours. On a aussi un regroupement d'associations. Je pense qu'on a des échanges entre nous qui font qu'en fait, ce qui est bien organisé chez les autres, ont un peu de bonnes idées. Et je pense que Guerlédan, c'est un petit peu tout ça. Et puis il y a peut-être un bon moment aussi où je pense que Guerlédan, la particularité, c'est que c'est au mois de mai-juin. Et aujourd'hui, on se prend pas non plus pour une course de ultra trail. Voilà, on est tombé au mois de mai parce que c'était le week-end de la Pentecôte et on s'est dit, voilà, ça permet aussi aux familles de venir d'assez loin. C'est un peu tout ça, c'est un peu de hasard, c'est aussi de la qualité. Donc, je sais pas si j'ai bien résumé, mais et je pense que vraiment la particularité, c'est que ça reste quand même un déplacement de famille, de groupe. Les gens viennent de loin en groupe parce qu'ils savent que voilà, il n'y a pas que la course. Il y a un côté festif, on peut passer un peu de temps, peut se retrouver sur un projet sportif, puis on fait aussi un peu la fête. Enfin, la fête dans le sens où la convivialité, quoi. On a de la chance en Bretagne d'avoir aussi une belle Bretagne. Et pas qu'à Guerlédan, et pas que sur la côte non plus. Jonathan, justement, toi qui as participé à l'événement, je l'ai dit un sacré paquet de fois, qu'est-ce qui fait que tu y es retourné et que tu te préparais un petit peu chaque année pour essayer d'y performer? Ouais, déjà c'est une grosse organisation. Enfin, elle a été Challenge Salomon avant, il y a une quinzaine d'années, notamment avec Laure Blanchet qui avait gagné, Pasquio Malardet. Elle a été TTN après, donc Trail Tour National. Ça, c'était plus dans les années 2018-2019. Après, elle a été le Golden Trail. Quand Enzo Ratti vient gagner, c'est en 2013, c'est Golden Trail National. Et là, cette année, elle a aussi Challenge National de Trail. Donc, elle a eu tous les gros labels. Donc, c'est preuve de qualité. Et après, pourquoi on va à Guerlédan? Ouais, c'est le mythe Guerlédan. C'était une des premières grosses courses en Bretagne. Et puis, le niveau, il était tout le temps relevé. Il y avait beaucoup de coureurs d'extérieur à venir. Donc, voilà. Gagner Guerlédan, c'était gagner une des plus belles épreuves, parce qu'il y a celle-là, il y a Belle-Île aussi, quand même, à mettre en belles épreuves en Bretagne, quoi. Et le format qui change, la distance, en tout cas sur le trail long, on n'a pas trop parlé du trail court, mais le format phare du trail long qui augmente un petit peu en distance. Il me semble que les dernières années, c'était plus autour de 60-63 km. L'année prochaine, on passe à 70. Ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est le départ qui va se faire sur le canal de Nantes-à-Brest. C'est vrai, Bernard, mais en fait, le départ, pour que ce soit plus fluide, il va se faire sur le canal de Nantes-à-Brest. Donc, il va y avoir 3 km de plat pour pouvoir fluidifier le peloton. Et après, on monte à gauche et on va monter une grande bosse de 120 mètres là. Donc en termes de distance, il y a plus. En termes de temps de course, on va à peu près être dans les mêmes. Ça s'est gagné en 6 heures l'année dernière, ça va peut-être 6h10, 6h15. Je pense pas qu'on mettra plus de temps. Et pour les derniers, c'est pas plus mal non plus, parce qu'il y a certains qui n'ont pas les niveaux et qui s'efforçaient de courir dans cette côte-là, puis on les récupérait aussi en vrac très rapidement derrière. Donc c'était pas le but. Yves, je l'ai dit, toi tu vas participer du coup pour la première fois aux 70 km. Tu as un parcours assez atypique, on en avait parlé déjà un petit peu dans des épisodes précédents où tu as fait une petite escale dans les Alpes avant de revenir t'installer sur tes terres natales en Bretagne. Raconte-nous un petit peu ce choix de revenir en Bretagne, de poursuivre ta carrière de haut niveau en Bretagne, continuer à progresser et de montrer aussi qu'on peut être très performant sur des grosses courses internationales tout en s'entraînant en Bretagne. Ouais, déjà, faut se dire qu'on a quand même un terrain de jeu qui est plutôt chouette. Moi, je vivais en gros 6 mois de l'année à Annecy, 6 mois de l'année en Bretagne, et à un moment où c'est plus faisable, la vie fait que faut bien s'implanter quelque part et on peut pas vivre avec un sac et son vélo dans son camion tout le temps, c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'était compliqué. Et du coup, j'ai fait le choix de revenir en Bretagne parce que la famille est là, parce que je suis attaché à mes terres et que le terrain de jeu s'y prête. Moi, j'ai la chance d'avoir à côté de la maison des bosses de 80 au 100 de dénivelé. Je peux faire une trace facilement de 20 avec 1000. Donc, c'est des ratios qu'on a en montagne. Donc, je prenais pas un grand risque de revenir vivre là pour continuer à progresser, en tout cas à mon sens. Surtout avec les outils qu'on a maintenant qui
qui marchent très bien, que ça soit des tapis, que ça soit on peut aller à la salle. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de compenser le manque de longues montées. Donc j'ai fait ce choix-là, et aussi pour être tout simplement heureux dans sa vie. Je pense que pour être un athlète de haut niveau, faut être bien dans sa tête, faut être heureux. Et moi, ma vie, elle a toujours été en Bretagne, donc le moyen d'être le plus heureux, c'était de vivre en Bretagne, et ça, je m'en suis rendu compte il y a 2-3 ans, et du coup, j'ai fait ce choix-là, quoi. Ça va être quoi les objectifs, Jonathan, les prochaines courses? Notamment, tu me disais la qualification du coup au championnat de France, puisque tous les coureurs qui vont vouloir participer au championnat vont devoir passer par là, en sachant que on va pas rentrer dans le détail, on en reparlera sûrement dans les épisodes futurs, mais le VK Trail, donc qui sert l'indice qui sert à se qualifier pour les championnats de France, c'est durci. La fédération, un vrai choix de la fédération de vouloir durcir l'accès au championnat de France de trail pour limiter la quantité de personnes qui vont y participer. Donc voilà, raconte-nous toi sur quelle course tu vas te rendre pour pouvoir justement obtenir ta qualif. Alors samedi prochain, je fais l'Ultra Trail des Monts d'Arrée, c'est un autre beau trail en Bretagne, donc dans les Monts d'Arrée, c'est un 67 et 2000. Et 3 semaines après, je serai à Guerlédan, mais plutôt sur le 35. Donc je tenterai la qualif pour le court, et j'irai chercher une qualif pour le long plutôt en septembre. Ça, j'aurai les deux. Enfin, j'aimerais bien avoir les deux qualifs. Après, moi, je suis master, c'est un peu plus facile au niveau des VK Trail. Et comme ça me laissera le choix pour l'année prochaine de l'épreuve court ou long. Voilà. Toi, Yves, tu vas plutôt en mode reco, ou tu vas quand même pour déjà essayer de bien performer et peut-être mettre cette course-là à ton palmarès cette année? Ouais, l'idée, c'est de faire la plus bonne course, enfin la plus belle course possible. Après, logiquement, ça permet de choper la qualif en plus si je fais une bonne course. Donc ça se fera d'une pierre deux coups, et moi j'ai envie de voir où sont les limites de ce parcours. S'il y a des conneries à faire, je vais les faire cette année et pas l'année prochaine, quoi. Donc c'est bien que le parcours soit vraiment celui du France. A priori à 99% ça sera le même. Tester plein de choses, et puis le repérer, quoi. Il compte atomiser pour faire peur aux autres pour pas qu'ils viennent. On suivra ça de très près en tout cas. Bernard, pour terminer, peut-être nous rappeler je crois que la date officielle a été annoncée aussi. Alors du coup, c'est toujours le week-end de la Pentecôte. À un moment donné, ils voulaient aussi qu'on le fasse au mois de septembre. Pour nous, c'est non négociable, c'est le week-end de la Pentecôte. 15 et 16 mai, ouais. 15 et 16 mai 2027. Ouais. Voilà, bon, de toute façon, on aura un terrain sec. Magnifique. Merci à tous les trois d'avoir été présents avec nous. Toujours un plaisir de parler de terre de trail et de courses festives et familiales. On va suivre la course du coup de cette année qui a lieu dans un petit peu moins d'un mois. Et puis on suivra la course de Yves et de Jonathan avec grande attention. Et puis on se donne rendez-vous, je pense, l'année prochaine. En tout cas, j'espère. Et peut-être que ça aura donné aussi envie à nos auditeurs, à nos auditrices de venir sur ce trail de Guerlédan, avec ou sans qualification, puisque j'imagine qu'il y aura aussi des courses bien sûr open comme chaque année sur des championnats de France. Donc que vous ayez la qualif ou pas, vous pouvez bien sûr venir découvrir ce magnifique trail de Guerlédan. En tout cas, moi je serai présent avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis à bientôt à tous les trois. Merci à vous. Merci. Ciao. Merci, au revoir. Merci à vous. Allez, on va pouvoir enchaîner avec le retour de la rubrique conseil. Ça faisait longtemps que Nicolas Martin et Théo Robin retenaient leur impatience de vous proposer une nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nos deux experts vont vous parler de comment bien gérer la transition de l'entraînement entre l'hiver et l'été, avec surtout les grosses erreurs à éviter. Nico, Théo, c'est à vous. Allez, c'est parti. Vous l'avez vu, la neige disparaît progressivement des sommets, et l'heure de retourner courir en montagne pour profiter au mieux de cette transition entre l'hiver et l'été, qui, avec le changement climatique, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus que 2 saisons maintenant. Nous avons décidé de vous livrer quelques conseils. Avec conseil numéro 1, être progressif sur l'introduction de vos sorties longues et du dénivelé associé. Récemment, une étude était sortie qui avait fait un peu le buzz, qui montrait qu'une augmentation trop forte de plus longues sorties hebdomadaires semblait associée au risque de blessure. Mais comme toujours, place au bon sens, et notamment à la compréhension du duo stress-adaptation. Donc ne stressez pas trop votre corps, ça ne sert pas à grand chose puisqu'il n'aura pas la capacité de développer des adaptations plus marquées. Soyez donc patient, et puis il faut anticiper la montée en charge progressive vers votre objectif, et de manière générale, moi je suis plutôt favorable à ce qu'un trailer réussisse à maintenir un minimum de trail et de D+ toute l'année. Je pense notamment au fait qu'on peut complètement se préparer sur marathon, par exemple, en gardant seulement le spécifique à plat et en faisant une bonne partie de sa base aérobie en trail.
Et puis l'une des erreurs un peu classiques qu'on peut voir, c'est ne faire aucune sortie de plus de 1h30, 2h à pied en hiver et partir directement sur des 3, 4, 5 heures de rang de course avec les beaux jours. Théo, tu as quelques conseils en plus à nous donner sur cette partie? Ouais, je te rejoins un petit peu sur le papier là qu'avait buzzé il y a quelques mois lors de sa sortie. Bon, personnellement, je trouvais qu'il fallait rapidement prendre du recul par rapport à ce papier. Ça enfonçait un petit peu une porte ouverte quand même, à mon sens. Et puis le gros problème des modèles actuels sur la charge d'entraînement, c'est de réussir à prendre en compte les stress qui sont apportés par les facteurs externes à l'entraînement. Donc en gros, la vie perso, la vie professionnelle. Pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, faire une semaine à 80 bornes en étant en vacances versus faire cette même semaine d'entraînement en bossant 60 heures et en ayant des stress perso, bah, c'est évidemment pas la même limonade. Et ça, bah, par contre, pour l'étudier, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, il y a quelques tips, moi, que j'aime bien donner à mes athlètes. C'est quand on essaie de faire cette transition entre la route et le trail, ça peut être intéressant de parler en kilomètres effort. Et en gros, 1 kilomètre, ça vaut 1 kilomètre effort. Et 100 de dénivelé, ça vaut 1 kilomètre effort. Et donc, si vous faites 70 kilomètres et 3000 de dénivelé, bah, ça vaut à peu près 100 kilomètres effort. Et ça permet d'introduire progressivement le dénivelé au cours de la saison. Ça peut être aussi intéressant d'intégrer progressivement les pourcentages de pente, même si vous aviez conservé un peu de dénivelé dans l'hiver, ça peut être bien de se dire ok, bah, quand je reprends mes sorties trail, je vais favoriser peut-être des pistes carrossables, des pistes type DFCI assez courables qui peuvent être du 5-15% par exemple, et puis après dans un second cycle commencer des pentes un petit peu plus fortes avec du 20%, et ça peut être intéressant de le faire que ce soit en montée ou en descente. Et puis surtout aussi pour ceux qui sont sensibles aux pathologies traumatiques, notamment ceux qui sont sensibles d'un point de vue entorse de cheville, ça peut être aussi faire attention au tracé que vous allez faire et de choisir d'intégrer progressivement la technicité. Moi j'ai déjà 2 potes autour de moi qui sont allés un peu trop fort et voilà, quand on se retrouve fin avril avec une entorse, la saison ne commence pas sur le chapeau de roue. Allez, conseil numéro 2, si vous vous dirigez vers les longues distances, le volume semble un prérequis, mais soyez inventif pour le maximiser tout en limitant les risques et notamment la charge mécanique. Donc après le ski en hiver pour les plus chanceux, bah, pensez à utiliser le vélo. Possiblement, vos premières sorties longues à très longues peuvent se faire sur le vélo ou se combiner avec un enchaînement vélo plus trail. Typiquement, on peut imaginer une sortie de vélo de 4 heures pour commencer, puis faire 3 heures de vélo, 1 heure de trail, puis 2 heures de vélo et 2 heures de trail, et ainsi de suite, jusqu'à progressivement migrer plus potentiellement que sur du trail pour ceux qui sont plus tolérants au niveau mécanique. Et puis on rappelle que le vélo, c'est aussi quand même un bon outil pour améliorer son endurance de force, notamment en baissant un petit peu votre cadence de pédalage. Conseil numéro 3, planifiez bien en amont les week-end shocks qui sont quand même, je pense, de mon point de vue, assez indispensables pour la plupart des gens quand on fait des distances longues, notamment parce que bah, la plupart des gens ne peuvent pas s'entraîner longtemps en semaine. Donc il faut qu'ils concentrent un petit peu leur volume sur les week-ends. Et donc il faut arriver avec les capacités à digérer ce type de charge d'entraînement. Ça, on cesse de le rappeler, mais trop de charge d'entraînement, ça génère juste de la fatigue et pas plus d'adaptation. Donc il faut vraiment être progressif pour arriver sur, par exemple, bah, si on vise son volume dans le week-end, et ben de commencer en dessous du volume objectif et puis après le répartir. Donc voilà, vraiment progressif au fil des week-ends, et c'est bien de les anticiper en amont pour avoir une bonne vision d'ensemble. Ouais, bah, je te rejoins complètement Nico là-dessus. Du coup, ça rejoint un petit peu le point numéro 1 sur le fait d'être progressif sur les week-end shocks. Et moi, j'avoue, ce que je fais souvent avec mes athlètes quand j'ai le temps et qu'il n'y a pas trop de contraintes d'un point de vue calendaire, c'est de faire un premier week-end où au final, c'est pas tant un week-end shock, c'est plutôt un week-end d'introduction à l'exposition aux heures en montagne. Et puis après, c'est de faire potentiellement un deuxième week-end où on va passer la distance et le dénivelé de la course sur 3 jours. Et enfin, un troisième week-end où ça va être le distance et la dénivelé de la course, mais au lieu d'être sur 3 jours, d'être sur 2 jours. Ça permet de faire 3 week-ends un petit peu progressifs. Et surtout, ce qui est important, je pense, c'est de privilégier les sorties entre potes et les projets qui font du sens pour vous. Le but, c'est pas forcément de simplement préparer la course et de faire des allers-retours dans la bosse qui est derrière chez vous, mais c'est bien de profiter de moments privilégiés en montagne avec des gens que vous considérez. Et à mon sens, et c'est ce que j'essaie en tout cas de partager au maximum, c'est surtout ça, perso, le trail que j'aime, et c'est pas forcément de faire des courses à 3 € le kilomètre et de mettre des photos instagrammables, mais c'est plutôt de passer des bons moments en montagne avec des gens qu'on aime. Allez, conseil numéro 4, ces dernières années, la performance semble s'être améliorée dans de nombreux sports d'endurance. Et si c'est multifactoriel, il y a quand même un élément qui semble majeur qui se dessine, c'est la nutrition d'effort. Parce que ça fait partie des facteurs qui améliorent vraiment la durabilité.
Il faut donc être vigilant sur votre nutrition du quotidien, et évidemment, puisqu'avec le sommeil, c'est un des piliers de l'assimilation, mais aussi et peut-être surtout celle d'effort. Donc prenez de bonnes habitudes. Dès que votre volume dépasse, allez, on va dire 8-10 heures semaine, je conseille quand même de prévoir quasiment des apports glucidiques à chaque sortie. Alors voilà, quand on fait 1 heure et demie, ça peut être du 30-40 grammes de glucides, et puis progressivement d'augmenter pour les sorties plus longues. Alors après, toujours difficile de donner des fourchettes précises parce que c'est très très dépendant de l'individu. Néanmoins, il semble, je pense que c'est plus de l'expérience de terrain que de la science, mais quand on arrive à s'approcher de 70-80 grammes heure, c'est un choix assez pertinent. On sait qu'on peut aller un peu plus haut, mais bon, pour beaucoup, arriver déjà à ça, c'est pas si simple. Donc commencez plus bas, comme je le dis, et puis soyez progressif. Et puis pour faire une image, je dirais que c'est un peu comme l'entraînement physique, quoi. Le corps a besoin de temps pour s'adapter. Donc voilà, on se lève pas un matin et on se dit tiens, je vais manger 90 grammes heure de glucides. Sinon, pour la plupart des gens, ça va pas bien se passer. Clairement, c'est sûrement l'un des aspects de l'entraînement qui a le plus évolué sur la dernière décennie. Et du coup, je vous rappelle qu'on avait fait un très bon hors-série avec Valentin Lacroix l'année dernière sur les glucides à l'effort. Vous pourrez facilement le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis un petit tip, ce qu'il avait dit et que je trouve vraiment pertinent, c'est qu'il vaut mieux anticiper ses besoins de glucides plutôt que de les compenser a posteriori. Donc même avant les grosses séances, n'hésitez pas à augmenter votre apport en glucides et à manger dès le début de votre sortie plutôt que de finir un peu sec et de devoir s'alimenter après pour compenser. Et ça plaira peut-être pas à certains, mais globalement, il semble quand même que les régimes cétogènes, ça a l'air d'être une mauvaise idée, surtout si vous en avez entendu parler rapidement sur Instagram. Si vous souhaitez appliquer un régime particulier, le truc numéro 1 à faire, c'est de faire encadrer par un professionnel de la santé et plus particulièrement de la nutrition et de la diététique sportive. Et l'un des gros risques en ultra-endurance, c'est d'avoir une alimentation non adaptée et donc de déclencher un déficit énergétique. Et clairement, ça, on le souhaite à personne. Ouais, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont, alors peut-être pas sur un déficit énergétique majeur, mais qui sont en déficit et souvent de manière involontaire. Et c'est vrai que ça peut être bien. Moi, je le conseille à peu près à tout le monde de quand même essayer de faire un check à un moment donné de sa pratique pour voir où on se situe, quoi. Parce que c'est pas si simple de se rendre compte. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se rendent pas du tout compte de l'énergie contenue dans les aliments et puis de la dépense énergétique qui est liée à leur pratique. Donc, toujours bien de faire un petit check. Je me permets juste de compléter, Nico, rapidement les premiers signes qui sont parfois sournois. Ça peut être des troubles de l'humeur, de la perturbation du sommeil, perturbation des cycles digestifs. Et chez les femmes, c'est c'est la disparition ou la perturbation du cycle menstruel. Et chez les hommes, ça va être pour les deux, ça peut être la perte de libido. Et chez les hommes, ça va être la diminution de la fréquence des érections matinales. Donc, c'est pas du tout facile à surveiller. Mais si ces symptômes-là s'installent et persistent chez vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre entraîneur, un professionnel de santé. Mais c'est vraiment des signes qui sont à ne surtout pas négliger. Allez, conseil numéro 5, à partir de la mi-avril, les compétitions de trail peuvent se dérouler sous des chaleurs qui sont assez fortes et logiquement, ce sera de pire en pire dans les prochaines années. Il faut donc anticiper cette possibilité avec potentiellement 2 stratégies un peu distinctes. La première, s'exposer à la chaleur lors de votre entraînement, au moins, moi, je conseille 1 à 2 fois par semaine en usant de stratagèmes démoniaques comme le home trainer couvert par exemple. Et là, on parle plus de vraiment s'acclimater un peu à la chaleur que de vraiment de heat training pour déclencher des vraies adaptations hématologiques. Et bien sûr, je vous conseille de commencer par de l'endurance stricte. Globalement, même en utilisant des puissances qui vous paraissent basses par rapport à ce que vous faites habituellement, si vous avez un home trainer qui vous donne la puissance, vous serez surpris de l'impact sur votre fréquence cardiaque notamment, où vous aurez beau baisser la puissance sur la fin, la FC ne descend plus. L'autre chose pour s'adapter, c'est aller courir aux heures les plus chaudes. C'est aussi une bonne idée. Et puis la deuxième stratégie, alors c'est pas les seules, hein, mais qui est plus liée aux courses, celle-ci, c'est les stratégies de cooling. Ça a fait écho un peu ce week-end où au Ventoux on a eu un peu ces premières chaleurs et où on avait un peu négligé ça, la plupart des coureurs sur l'ultra, et ils ont souffert. Donc je rappelle, à l'effort, le corps il produit beaucoup de chaleur puisqu'on a environ 3/4 de notre production d'énergie qui s'évacue sous forme de chaleur. Et lui, le corps il développe des phénomènes pour évacuer cette chaleur, et notamment en transpirant et en augmentant
son volume plasmatique, donc ça c'est plutôt une réponse à long terme lors des expositions répétées. Et le jour J, le but c'est vraiment d'aider votre organisme. Je crois qu'on l'avait dit dans un autre des podcasts, mais le sang il est un peu comme un liquide caloporteur, il évacue la chaleur vers la surface. Et donc, les techniques pour se refroidir, c'est en gros venir refroidir un peu la peau, les artères principales, au niveau du cou notamment, c'est peut-être là que c'est le plus facile, de l'aine aussi où il y a des grosses masses de sang qui passent. Donc voilà, prévoyez de la glace, humidifiez-vous régulièrement. Quand il y a de l'eau à disposition, c'est un peu la limite du Ventoux, il n'y a pas beaucoup de ruisseaux. Et puis si jamais vous avez sur des grosses courses, minimisez le temps que vous passez au soleil avant le start. Je prends cet exemple-là un peu parce que c'est peut-être une des courses où ça arrive. J'ai eu l'expérience avec un athlète de l'UTMB où le start est à 18h, donc potentiellement il peut encore faire chaud dans les heures précédentes et souvent il faut arriver vachement à l'avance. Soyez vigilants dans ces cas-là de pas prendre et de commencer à chauffer avant même le départ. Et du coup, pour compléter un petit peu, Nico, ce que tu disais, tu parlais de HIIT training, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais j'avoue que c'est le message que j'ai envoyé ce matin aux athlètes. C'est déjà avant de parler de HIIT training, c'est de parler vraiment d'acclimatation. Il faut y penser dès le mois d'avril, mai, juin. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de grosses vagues de chaleur, mais les températures vont commencer à monter tranquillement. Et le vrai danger, c'est de s'entraîner au frais toute l'année, donc potentiellement tous les matins quand les températures sont pas trop hautes. Et puis de prendre un dossard. Et potentiellement, c'est là où peut y avoir la première chaleur. C'est vrai que ça arrive assez régulièrement sur les éditions de la Maxi Race. Et souvent, c'est un carnage pour ceux qui sont pas du tout acclimatés à la chaleur. Donc, n'hésitez pas, comme tu l'as dit, Nico, c'est d'aller courir régulièrement sur les horaires les plus chauds et vraiment de privilégier les EF sur ces moments-là. Donc, typiquement, de 11h à 16h, c'est relativement simple. Je rappelle juste une chose, souvent, la difficulté un peu qu'on a au printemps, c'est que l'exposition naturelle, ça fonctionne très très bien, je pense, en été. Après, souvent le souci qu'on a un peu en avril, mai, début juin, c'est que en fait on a plutôt des alternances de il fait une semaine un peu chaud, puis après on peut avoir 10 jours de fraîcheur, et on sait qu'en fait on s'acclimate assez vite à la chaleur, mais on se désacclimate assez vite. Et c'est vrai que si vous vous exposez pendant une semaine parce qu'il fait chaud, comme on a pu connaître début avril, mais que derrière vous reprenez 10 jours de fraîcheur, et quand même dans pas mal de coins du territoire français ça peut être le cas, et que malheureusement pour vous le week-end de nouveau vague de chaleur, on peut être un peu désacclimaté. Donc là c'est vrai que c'est intéressant les stratégies qui peuvent être soit de se couvrir sur l'home trainer, soit d'aller courir un peu couvert. Après c'est vraiment ponctuel pour maintenir un peu cette acclimatation, et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment sur du HIIT training où là faut s'exposer 3-4 fois semaine pour avoir vraiment des effets. Et ça pour moi c'est très compliqué, je trouve, à inclure avec le reste de l'entraînement, parce que ça rentre dans les détails, mais la limite de la chaleur c'est qu'on est obligé de s'exposer au stress et c'est quand même dur. Donc après il faut gérer les différentes fatigues associées à ces stress, donc c'est pas facile. Et voilà, pas forcément introduire le HIIT training chez la plupart des gens, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, de s'exposer à la chaleur, parce que sinon vous pouvez être vite contraint à l'abandon ou à fortement ralentir à cause de ça. Ouais, je rajouterais un petit tips parce qu'on a eu une surprise l'année dernière avec un de mes athlètes. C'était hyper frustrant, mais ça m'a permis d'apprendre certains trucs. Si vous avez un traitement contre la tension et que vous partez sur une épreuve d'endurance où il va faire chaud, n'oubliez pas d'en parler à votre médecin pour potentiellement décaler un tout petit peu la prise, parce que du coup, la chaleur plus l'effort plus le traitement contre la tension, ça peut faire une grosse hypotension, et du coup, ça peut contraindre à l'abandon, et du coup c'était évidemment une mauvaise surprise. Et puis petit truc en plus aussi, c'est si vous allez acheter des nouveaux fringues de sport, évidemment privilégier des textiles assez techniques, très légers, et surtout des vêtements clairs. Moi j'en vois encore beaucoup sur des courses. Là j'avais un athlète, je lui ai pas parlé de sa tenue avant au Ventoux, je vois la photo sur les réseaux, il était habillé tout en noir, il faisait je sais pas, j'y étais pas au Ventoux, vous me direz les gars, mais à mon avis, il avait l'air de faire un petit peu chaud, c'était quand même au soleil, et du coup, c'est sûr que s'habiller tout en noir sur une compétition de trail ou d'ultra trail, ça reste quand même pas optimal. Ouais, tout à fait. Acheter des sacs blancs plutôt, notamment pour le long, parce que le sac prend beaucoup de place. Terminé les amis. Ouais, on a fait le tour. Magnifique. Toujours hyper intéressant. On va bien entendu suivre tous ces beaux conseils, et on va pouvoir passer à la dernière rubrique de l'épisode. Vous en avez l'habitude.
les traditionnels recos de la quinzaine by Uptrack. Et on commence tout de suite avec la reco de Mathieu. Marocco, c'est Antonin Saint-Père qui a encore sorti une masterclass. Il raconte dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de The Running Collective sa préparation et puis sa course pour aller pondre en 1h01 à 22 ans, donc un semi-marathon fait à 2 minutes 53 du kilomètre de moyenne, 13e meilleure performance française de l'histoire. Et au-delà de la perf, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la direction artistique qui casse les codes. Sa vidéo, elle est vraiment différenciante par rapport à ce qu'on retrouve dans le milieu de la course à pied. C'est un mélange subtil entre un peu docu et puis il y a des clips de rap vintage, des passages très très cinématiques. Ceux qui ont déjà touché de près ou de loin au logiciel de montage ne peuvent pas être insensibles face à une telle masse de travail qu'il a dû produire. Il a tout fait solo, donc c'est vraiment impressionnant à quel point la vidéo et les finitions sont incroyablement détaillées. C'est super bien fait et puis ça met bien en avant les valeurs de patience, de travail et puis de passion et puis aussi la maturité d'Antonin qui malgré son jeune âge a fait les choses très très bien. Donc trop hâte de voir la suite de sa carrière, que ce soit au niveau des chronos puis au niveau de ses productions YouTube. Je te rejoins, j'avais failli le mettre en reco. J'ai adoré ces 2 vidéos qu'il a faites ça, sur la chaîne YouTube de The Running Collective. Donc ouais, assez impressionnant tout le travail qui est fait par sa tête-lettre et surtout la direction artistique qui est assez innovante. La reco de Théo. Ouais, je voulais vous parler de ce qui m'a passionné pendant ces dernières semaines. C'était le Marathon des Sables. Non, je déconne évidemment, mais j'ai hâte qu'on puisse en discuter sur un prochain épisode tous ensemble. Il y aura plein de trucs à dire. Plus sérieusement, je vous conseille de découvrir tous les contenus du génialissime Albert Moukébert, qui est docteur en neurosciences. Il a écrit des bouquins, fait plein de podcasts, des capsules sur plein d'émissions, notamment la dernière sur Radio Nova, tout un tas de trucs. Il est vraiment très sympa à écouter, avec des punchlines qui me font penser presque des fois un peu à Jean-Marc Jancovici, mais dans un domaine qui est tout autre. Et c'est sûrement la personne qui arrive à rendre très intéressant des sujets comme la dissonance cognitive, donc n'hésitez pas à aller découvrir son contenu. Nico, ta reco? J'ai pas bien bossé, mais après parce qu'on en a pas parlé, parce qu'on a un podcast de sport, mais après cette formidable bataille hier sur Liège-Bastogne-Liège entre Tadej Pogačar et Paul Sexas dans la Côte de la Redoute, je vous conseille un reportage qui est sur Canal+. Je sais pas si c'est sur YouTube, mais dans la roue de Kevin Vauquelin qui va à la rencontre de l'un des meilleurs cyclistes français et c'est toujours sympa de plonger dans le quotidien des athlètes de haut niveau. Margot, ta reco? Moi, ma reco, c'est un podcast américain qui s'appelle les Boulder Boys. Peut-être que vous connaissez déjà. C'est une bande de potes, notamment Seth Rulling qui court pour The North Face, Moises Jiménez, c'est celui qui a créé Vert Run, Adam Merry qui est chez ACG, Drew Holman aussi chez ACG et Matt Daniel chez Kraft. Donc des coureurs assez peu connus, je pense, en Europe et qui ont quand même de sacrés palmarès, qui ont tous un sacré palmarès. Moi, perso, c'est sur ce podcast-là que j'essaye de rester un peu au courant de ce qui se passe aux US. Et ils sont toujours posés entre potes, c'est hyper chill, ça dérive sur des sujets hyper marrants. Mais il y a aussi toujours des super bons débriefs de course. Donc voilà, pour ceux qui sont, c'est en anglais, ceux qui sont à l'aise, qui sont bilingues, enfin moi je trouve ça cool, c'est comme ça que tu peux rester un peu au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Parfait. Puis moi, je termine avec une reco rugby, avec le podcast Rugby Confidential. C'est un podcast qui parle de rugby, comme son nom l'indique, avec notamment Gaël Ficou, le centre du 15 de France, qui intervient dans le podcast comme chroniqueur. Et dans leur premier épisode hors série, intitulé La face cachée du rugby, ils ont voulu s'intéresser à travers la réception de Erwan Nicolas, un ancien rugbyman professionnel, sur le sujet de la dépression et des difficultés mentales par lesquelles les joueurs de rugby de haut niveau peuvent passer. Et ils prennent notamment l'exemple de Jordan Michalet, qui a malheureusement mis fin à ses jours durant sa carrière à seulement 29 ans. Un épisode assez poignant avec beaucoup de témoignages et de phrases assez choquantes sur le mal-être que peuvent ressentir beaucoup de joueurs de rugby pendant leur carrière. Et c'est un épisode qui permet aussi surtout de mettre en lumière l'importance de donner autant la priorité à la partie physique qu'à la partie mentale quand on accompagne des joueurs ou athlètes de haut niveau. On a fait le tour, les amis. Je crois que oui. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter sur les plateformes de podcast ou à parler de nous autour de vous. C'est comme ça que vous nous soutenez le mieux. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bisous. Bye bye.